Un énéatype peut être capable du pire comme du meilleur. Dans le pire du pire de l'énéatype 8 par exemple, tu as le sociopathe sanguinaire tyrannique comme Saddam Hussein. Et dans l'intégration, dans ce qu'il y a de plus beau chez l'énéatype 8, ça peut donner quelqu'un qui se dédie à une cause comme l'abbé Pierre. Un même énéatype, deux expressions très différentes et tout un continuum entre les deux. Ça, c'est l'intégration et la désintégration. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui afin d'amener encore plus de nuances dans la façon dont est vécu un énéatype. Donc on parle de tout ça après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant de t'expliquer ce qu'est l'intégration et la désintégration en énéagramme, il est extrêmement important de revenir sur un concept fondamental qui est un basique à systématiquement comprendre en termes d'énéagramme, et c'est la hiérarchie des centres. La hiérarchie des centres, c'est l'ordre quantitatif et automatique dans lequel tu utilises tes trois centres. Donc on a le centre préféré, le centre de soutien, le centre réprimé. Le centre préféré, c'est celui qu'on veut toujours utiliser parce qu'on y est identifié, qu'on tire une identité de celui-ci et on ne veut pas lâcher. Derrière ça, tu as le centre de soutien qui est au service du centre préféré et qui est un peu tributaire de celui-ci. Et en bon dernier, tu as le centre réprimé qui, lui, est le bon vieux centre qu'on met sous le tapis, dont on ne veut pas avoir affaire. Non pas qu'on soit mauvais, non pas qu'on ne sache pas l'utiliser, puisque c'est un centre qu'on a tous et qui est de toute façon nécessaire à l'équilibre tridimensionnel de l'être humain. Mais on ne veut pas y aller, on ne veut pas l'investir, et c'est celui sur lequel on perd très vite patience et qu'on fout sous le tapis, quoi. Donc la hiérarchie des centres, c'est l'ordre quantitatif dans lequel tu utilises tes centres. La hiérarchie des centres, elle est d'autant plus présente que tu es dans ton ego. L'ego au sens énéagramme. L'ego, c'est l'identification au centre préféré dans une certaine direction. L'ego, c'est lorsque tous les mécanismes égotiques de ton type sont présents, à savoir l'évitement compulsif, ce que tu cherches à tout prix à éviter et que ton système n'est pas OK de voir, le mécanisme de défense qui se greffe par-dessus pour cacher, pour ne pas être confronté à ça, la passion dans le centre émotionnel et la fixation dans le centre mental et les instincts dans le centre instinctif. Et peur de base, désir de base, etc. Ça, ce sont tous les mécanismes qui sont présents quand un énéatype est dans l'ego. Et au plus tu es dans l'ego, au plus cette hiérarchie des centres va s'accentuer. Autrement dit, si on prend l'exemple du type 8 de tout à l'heure en introduction, au plus un énéatype 8 est dans son ego, au plus l'instinctif va être prédominant. Au plus c'est quelqu'un qui va chercher à tout faire passer par son instinctif tourné vers l'extérieur. Donc avec encore plus de contrôle, encore plus de domination, encore plus de rentre-dedans. Et plus un 8 va être désintégré, plus il va aller vers la sociopathie, vers la violence, etc. etc. Et à l'inverse, plus l'énéatype 8 va tempérer son ego et réintégrer le centre réprimé et apaiser son centre préféré instinctif, au plus il va être capable d'être en lien avec ces trois centres et au moins ces traits égotiques vont être visibles. Donc cette hiérarchie des centres, c'est un ordre quantitatif qui ne dit pas avec quelle qualité tu es capable d'utiliser chaque centre, et c'est un ordre qui est automatique, inconscient et permanent. C'est toujours là et tu ne le vois pas. La hiérarchie des centres, elle est à la fois basée sur un socle avec deux racines, on pourrait dire, un sacrifice primordial, fondamental du centre réprimé qui n'est pas OK et qui ne le sera jamais dans l'ego, et la valorisation, l'idéalisation du centre préféré. Il y a toujours ce double mouvement entre le centre préféré et réprimé, toujours plus de l'un, toujours moins de l'autre. On retrouve encore cette loi de Pareto, cette loi de répartition universelle. Il y en a toujours plus pour le centre préféré, toujours moins pour le centre réprimé. Il est important de noter que chaque énéatype a deux variantes possibles dans son expression de sa hiérarchie des centres. Et ça, c'est une théorie qui a été déployée par les Chabreuil, Fabien et Patricia Chabreuil, auteurs du grand livre de l'énéagramme, qui sont parmi les auteurs que je recommande le plus, parce que précis, parce que pertinent. Et dans cette hiérarchie des centres, il y a deux variantes avec le centre préféré qui est toujours le même. Reprenons l'exemple du 8, c'est toujours un instinctif extérieur, ça ne changera pas. Je suis le contrôle que j'ai sur les autres. Par contre, en termes de centre de soutien et de centre réprimé, ça peut changer. Le centre réprimé du type 8, c'est soit l'émotionnel, soit le mental. Et ça a lieu entre 0 et 2 ans, on ne sait pas exactement précisément, où l'enfant il décide de dégager, de mettre sous le tapis un des centres, du coup, qui devient le centre réprimé.
Et ça va conditionner l'intégration, on en parlera tout à l'heure avec l'intégration externe. C'est important que tu sois au courant parce que dans beaucoup d'écoles d'énéagramme, cette notion de hiérarchie des centres n'est pas explicitée. Enfin, déjà, la notion de base de hiérarchie des centres n'est pas souvent explicitée, paradoxalement, alors que c'est une base. Mais très souvent, et encore plus souvent, on n'enseigne pas cette notion de variation, de variante dans la hiérarchie des centres. Et pourtant, c'est fondamental parce que tu vas le constater de toute façon. Dans la théorie originelle de l'énéagramme, il n'y avait pas la hiérarchie des centres. Sauf que tu peux vite le constater, je l'ai constaté, c'est d'une évidence que chaque personne d'un même énéatype n'a pas la même hiérarchie des centres. Ça se voit que tu as des 1 qui répriment l'émotionnel et des 1 qui répriment le mental et ça donne vraiment une couleur à l'énéatype. Ça change la donne, ça se voit. Rappelons que quand le centre est réprimé, c'est toutes les fonctions de ce centre-là qui sont moins sollicitées et qui sont plus difficiles à accéder. Pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas dans cette logique automatique égotique. Et tu verras ça avec tous les énéatypes. J'ai vu des 3, bien évidemment, avec le mental en soutien, donc avec l'instinctif réprimé et d'autres avec le mental réprimé. Et ça donne vraiment des dynamiques très différentes. Et c'est extrêmement important de le constater parce que ça peut donner des variantes qui sont perturbantes. Mais dans le réel, c'est extrêmement visible et valide. Ceci étant dit, passons à proprement parler à l'intégration et la désintégration. Tu as 2 types d'intégration et désintégration. Il y a l'intégration et désintégration interne, c'est-à-dire relatif à ton propre type, et tu as l'intégration et désintégration externe qui vont être relatifs au type de ta flèche et ta contre-flèche. Je donne un exemple, reprenons le 8 par exemple. Le 8, dont on a parlé tout à l'heure, il est en lien avec le type 2 et en lien avec le type 5. C'est ces 2 flèches. Quand tu prends la figure de l'énéagramme, les flèches, c'est les endroits d'où ça part de l'énéatype. Donc le 8, il peut aller en 2 ou en 5. Et ça va dépendre de la hiérarchie des centres, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est l'intégration et la désintégration externe. C'est très souvent quelque chose que les gens cherchent à utiliser pour trouver leur type, alors que ça n'a rien à faire là. C'est quelque chose à voir bien plus tard, c'est bien plus avancé, bien plus complexe et ça ne concerne pas tant de monde que ça en vrai. Déjà, on va parler de l'intégration et la désintégration interne. Comme l'a dit Fabien Chabreuil, et j'aime bien cette phrase, il ne peut y avoir intégration que s'il y a à la fois atténuation de la tyrannie du centre préféré et réintégration, libération du centre réprimé. C'est ce double mouvement qui est nécessaire à l'intégration. Donc il y a tout un travail dans l'intégration interne de lâcher prise sur le centre préféré, ce qui implique de lâcher prise sur le mécanisme de défense qui est sous le joug du centre préféré. Si on prend l'exemple du 8, c'est le mécanisme de déni, où il va y avoir besoin de lâcher là-dessus pour dégager, libérer de l'énergie vitale pour réinvestir le centre réprimé et du coup apaiser la hiérarchie des centres. Parce que c'est ce qui va se passer dans l'intégration interne. C'est qu'au plus l'individu va lâcher sur son centre préféré, au plus l'individu va réinvestir son centre réprimé, au plus il va y avoir une horizontalisation de la hiérarchie des centres. En tout cas, ils vont revenir chacun à leur place, ils vont reformer à nouveau la trinité, alors que dans l'ego, on est vraiment dans une dualité avec, comme je te disais tout à l'heure, une identification, une idéalisation, une survalorisation du préféré et une répression, un sacrifice du réprimé. On est du coup dans une dualité manifeste dans l'ego, toujours pareil. Et dans l'essence, dans l'intégration, c'est du coup le mouvement qui laisse plus de place à l'essence. Et dans ce mouvement-là, il y a une recirculation de l'énergie dans cette trinité, dans cette loi du 3 que tu revois encore dans la figure de l'énéagramme, entre ces 3 centres qui sont évidemment les 3 nécessaires et qui deviennent 3 piliers sur lesquels on peut se reposer. Donc quand on lâche sur ce centre préféré, il y a quelque chose qui s'apaise dans l'énéatype. Et ça fait toucher du doigt cette essence. Il y a l'essence qui prend de la place, qui nourrit. On ne la fait pas venir de nulle part, l'essence. C'est pas là, je ne vais pas muscler mon essence, faire en sorte qu'elle arrive, qu'elle soit là, forcée. Non, l'essence, elle est déjà là. Il y a juste le voile de l'ego, il y a tous les mécanismes, les transhypnotiques de l'ego qui font que l'essence est inaccessible. Mais l'essence, elle est là. C'est une partie de nous qui est en contact ici et maintenant avec ce qui est. Elle est déjà là. Il n'y a pas besoin de forcer pour ça. C'est extrêmement important parce que l'intégration n'est pas une démarche volontariste. L'intégration, c'est ni plus ni moins que laisser plus de place à l'essence en nous. D'ailleurs, intégration, ça vient de integer, qui veut dire entier. Ça veut simplement dire que
on va remettre une forme d'unité dans notre fonctionnement en arrêtant de repousser sans cesse une part de nous, qui est ici le centre réprimé. Donc, lorsque l'on fait ça, lorsqu'on lâche prise sur notre centre préféré avec son mécanisme de défense, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer naturellement la vertu et l'idée supérieure. La passion fait place à la vertu dans le centre émotionnel et la fixation fait place à l'idée supérieure dans le centre mental. Et ça, c'est pas un fonctionnement on-off instinctif, tu t'en doutes. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain et qui est. Enfin, à la fois c'est instantané, quand tu touches ton essence, c'est là. Mais c'est pas tu y es définitivement et c'est terminé. C'est un continuum avec évidemment des polarités extrêmes, comme je te donnais en exemple du début avec le 8 méga désintégré sociopathe et le 8 sauveur de l'humanité, ou en tout cas qui, pas sauveur, mais leader de l'humanité qui va pousser tout un mouvement et qui va porter un flambeau. Entre ces deux extrêmes-là, la désintégration la plus lointaine et la plus néfaste et la plus toxique pour l'humain comme pour son environnement, jusqu'à l'intégration la plus saine et la plus positive, entre guillemets, il y a toute une échelle, tout un continuum infini là-dedans. Et on passe notre temps à bouger, bien évidemment. On a comme un point d'ancrage, on a comme un centre de gravité. Mais ça va graviter autour, bien évidemment, au quotidien, selon plein de choses, selon les facteurs extérieurs et bien sûr selon ce qu'on fait de ces événements, de ces facteurs extérieurs et comment on chemine en conscience dans notre propre parcours. Tout ça, ça va faire bouger notre centre de gravité. Certains auteurs parlent du niveau de développement de l'énéatype. Il y a les niveaux bas dans la pathologie où ça part en sucette, où c'est suicide, dépression, addiction, selon l'énéatype. Même s'il n'y a pas que l'énéatype, il y a quand même des pentes pathologiques préférentielles, on va dire. Et il y a les niveaux les plus élevés, entre guillemets, où tu as des êtres qui se rapprochent du sein de l'éveil, quoi. Et tout ça, encore une fois, ce n'est pas une démarche volontariste. Il n'y a rien à faire, en tout cas, il n'y a pas quelque chose à chercher. Il y a tout à observer et à détendre à l'intérieur de soi, mais il n'y a pas quelque chose à aller chercher. Parce que si on est dans l'aller chercher, on va être tendu. Ce n'est pas une démarche dans laquelle il faut avoir une attente, auquel cas tu crispes le processus. Et il y a, comment dire, il y a rarement plus d'ego que quand quelqu'un veut être spirituel. Quand quelqu'un veut être intégré, développé, spirituel, il va vouloir faire plein de choses et ça va créer l'exact opposé puisque c'est l'ego qui se joue de lui-même. Donc là, on a vu l'intégration interne. Dans la désintégration interne, c'est peu ou prou le même mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu que la hiérarchie des centres s'apaise et qu'on a accès à nos 3 centres librement, bref, qu'on est en contact avec le réel et que tout est OK et qu'en fait, on cesse de lutter contre la réalité, dans la désintégration interne, ça part en sucette. C'est-à-dire que la hiérarchie des centres dont on parlait, elle s'accentue. Le centre préféré va prendre beaucoup plus de place. Le centre réprimé va prendre de moins en moins de place. Et plus tu es activé, plus tu as un stress égotique, plus ta structure elle est activée et elle est touchée dans son ego, plus ça va être disproportionné. Et ça, c'est d'autant plus visible que tu n'as pas le choix. Que des personnes qui sont dans leur ego et qui sont dans la désintégration, du coup, je te disais que intégrer c'est entier, désintégration, c'est quand tu coupes cette entièreté, c'est coupé, c'est découpé, on revient dans la dualité, tu vas voir les mécanismes plein pot. Et c'est ça qui fait que tu trouves ton type énéagramme. Si tu es toujours en quête de ton type énéagramme, je te renvoie vers la vidéo éponyme que tu peux aller trouver avec le i pour info. Parce que au plus tu es désintégré, au plus ton ego se manifeste. Et il se manifeste comment? Par les mêmes mécanismes que l'on connaît et que je te répète à chaque fois, la passion, la fixation, mécanisme de défense et toute la liste des mécanismes du type. C'est comme ça et pas autrement que tu trouves un type énéagramme. Et donc au plus la hiérarchie des centres s'accentue, au plus tu le vois, au plus tu vois ces mécanismes, enfin au plus tu le vois et moins tu le vois parce que plus tu es dans l'ego, plus tu es identifié à l'ego, donc moins la lumière de la présence peut percer la coque et du coup tu ne vois pas comment tu es, tu ne vois pas comment tu agis, comment tu réponds, plutôt comment tu réagis, parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est vraiment stimulus-réponse. Donc c'est paradoxal parce qu'à la fois c'est extrêmement visible de l'extérieur, je veux dire, quelqu'un qui chemine avec l'énéagramme, qui le connaît bien et qui regarde quelqu'un qui est très désintégré, ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure.
Alors que de l'intérieur, c'est tellement un mode automatique, inconscient, c'est tellement dans les transes de l'ego que tu ne le vois pas. Ou alors a posteriori, quand tu as pris du recul et quand il y a un truc qui s'est posé. Quand tu fais un bilan de ta vie, quand tu fais un bilan de ton année, quand tu retournes dans le toi, quand j'étais ado, quand j'étais comme ci, quand j'étais comme ça. Ok, là ça se voit. Mais dans le feu de l'action, c'est très très dur de voir quand tu es en pleine crise de désintégration. Sauf quand tu as suffisamment nourri la présence en toi pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui t'a aspiré comme un trou noir et que la présence, elle s'est barrée, quoi. Mais sinon, c'est dur à capter. Donc, désintégration, ça va avec. L'ego prend plus de place, l'essence, elle est plus accessible. Et le centre préféré, il a une prédominance, c'est la tyrannie, quoi. C'est la tyrannie, c'est l'empereur qui domine, voilà. Et à garder en tête l'exception des types du triangle. Les types du triangle, ce sont ceux qui surutilisent leur centre préféré dans les deux directions. Je montre le mental, mais pas forcément. Ça peut être le mental, l'instinctif ou l'émotionnel. Quand les 3, 6 et 9 qui surutilisent leur centre préféré dans les deux directions, quand ils sont sous un stress égotique, quand ils sont activés dans leur structure, c'est différent des autres types de l'hexade. Les types de l'hexade, ce qu'on appelle ceux qui sont reliés par l'hexade, parce que l'énéagramme contient le cercle, le triangle et l'hexade. Et les types de l'hexade qui sont 1, 2, 4, 5, 7, 8, donc ces 6 énéatypes-là, eux, c'est valable avec ce qu'on a dit. Plus tu es désintégré, plus la hiérarchie des centres s'accentue, plus le centre préféré prend le lead. Ça, c'est vrai, sauf pour les types du triangle qui fonctionnent différemment. Du fait de cet usage mixte du centre préféré dans les deux directions, ça lui met beaucoup de pression et c'est tellement difficile à gérer quand on est dans cette double direction que le centre préféré devient réprimé, devient inopérant, il saute, c'est vraiment comme l'électricité qui saute en cas d'orage, ça pète et ça devient ineffectif, c'est sur off. Donc, chez les 3, 6 et 9, les types du triangle, on va observer un centre préféré qui devient réprimé en cas de désintégration et le centre de soutien prend le relais. C'est-à-dire qu'on a des énéatypes qui se retrouvent avec un centre de soutien qui pilote et 2 centres réprimés, le centre réprimé parce qu'il est réprimé de base, et le centre préféré qui devient réprimé. Et c'est ce qui fait que ces profils ont plus de mal à se typer souvent. C'est pour ça que ces profils, ils ont souvent plusieurs facettes, selon les contextes dans lesquels tu les vois, ils ont un fonctionnement différent. Ce n'est pas qu'ils ont plusieurs personnalités, plusieurs énéatypes ou qu'ils sont schizo ou un trouble de la personnalité multiple. C'est simplement que ce centre préféré devenu inopérant, il ne fonctionne plus. Et du coup, la personne que tu vois, par exemple, un 3 que tu vas voir émotionnel normalement, très en lien avec les autres, très dans la relation, etc., tu ne vas plus voir cet émotionnel sous son stress égotique. Idem avec le 6 et le 9 qui voient leur centre préféré se barrer en vacances, quoi. Donc ça, c'est une caractéristique de ces 3 types-là qui est importante à garder en tête parce que dès qu'il va y avoir cette désintégration interne, dès qu'il y a ce stress égotique finalement, qu'il y a l'évitement compulsif qui n'est pas loin, le centre préféré se barre et alors on va assister à un chamboulement où il y a un centre de soutien qui va être là et qui va être extrêmement prédominant. Et c'est très visible d'ailleurs, parce que du coup, généralement, les types du triangle vont confondre leur vrai énéatype avec l'énéatype qui ont pour centre préféré leur centre de soutien. Je m'explique. Un énéatype 6 préfère le mental, systématiquement. Mais si tu as un 6 qui a donc l'instinctif en soutien, mental, instinctif, émotionnel, le 6 sous stress égotique va se retrouver avec un mental qui est dans les choux. Mais le centre instinctif va prendre le relais. Et c'est comme ça que beaucoup de gens passent la plupart de leur vie dans leur ego et dans un état de désintégration plus ou moins avancé. Beaucoup de 6 ceux qui ont l'instinctif en soutien, peuvent se typer à tort en 8. Surtout s'ils ont une variante contrephobique et qui sont un peu bourrins et qui passent en force sur leur peur, etc. Ça pourrait, à la surface, se confondre avec un type 8. Et eux, ils pourraient se confondre avec un type 8. Je l'ai vu à maintes reprises. Idem avec un 3 qui aurait un mental en soutien, par exemple, comme c'est mon cas. Un 3 qui aurait un mental en soutien, il va forcément passer un certain nombre de sa vie, un certain temps de sa vie,
sur son centre mental et du coup croire lui-même ou les autres croire que c'est un centre mental, donc un 5 ou un 7. Mais pas du tout, puisque quand tu creuses dans les motivations, pour le 6, tu creuses les motivations, tu vas retomber sur de la sécurité. Et le 3, tu vas creuser dans les motivations et tu vas retomber sur de la reconnaissance. C'est une quête identitaire. Donc il ne faut pas se faire avoir par ça, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de typage qui viennent exactement de ce point précis, qui viennent de cette incompréhension, de cette hiérarchie des centres qui change sous stress pour les 3, 6, 9. C'est très caractéristique et ça se voit systématiquement. Donc ça, ok, c'est bien noté. J'espère que tu l'as bien en tête parce que ça va t'aider vraiment, autant chez toi que chez les autres, à repérer ce fonctionnement à 2 vitesses où d'habitude tu vois un centre préféré, tout va bien et puis de temps en temps c'est plus du tout accessible et tu ne le vois plus. Tu vois quelqu'un qui a un autre fonctionnement, quoi. Et ça peut faire bizarre. Maintenant, dans l'intégration et dans la désintégration externe, c'est encore autre chose. C'est comme je te l'ai dit, quand tu vas ajouter aux caractéristiques de ton propre type les caractéristiques d'un type des flèches. Donc, je vais te prendre mon exemple, c'est le plus simple. Un type 3 qui préfère l'émotionnel et qui va avoir un mental, il préfère l'émotionnel de base, il a un mental derrière, pas toujours, moi c'est le cas, et un instinctif en dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il a l'instinctif en dernier, il va s'intégrer en type 9 et il va se désintégrer dans le 6. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le stress égotique il est poussé plus loin, alors vont s'ajouter aux traits de l'ego du type 3, donc la passion de mensonge, la fixation, vanité, etc., vont s'ajouter à ces traits égotiques ceux du 6, c'est-à-dire la lâcheté, la passion, la lâcheté, la peur, et la fixation de doute. Et toute la clique de déviance du cadre et la projection. Donc, tu vas avoir en plus de ton stacking de base, les merdouilles du type de désintégration. En tout cas, les éléments de son ego. Et ça, bon, c'est plus ou moins visible quand tu pousses un peu dans ta désintégration, quand ça dure en fait. Mais alors, il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui disent que c'est un peu tout le temps là, que si tu t'es désintégré vite fait, pouf, tu pars tout de suite en 6 et machin. Il y en a qui disent que c'est seulement au bout des années, quand tu pars dans la pathologie, etc. De mon expérience, de ce que j'en ai vu chez moi et chez les autres, c'est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de temps de désintégration que ça pour voir le 6. L'expérience que j'en ai fait moi et ce que je vois, c'est que alors ça c'est pour les 3, 6, 9, hein, quand tu pilotes ta vie depuis ton centre de soutien, parce qu'on l'a dit juste avant, pour les types de l'hexade, ça se passe dans une hiérarchie des centres normale, entre guillemets. Pour les types du triangle, le fait de surutiliser pour un 3, par exemple, le mental, qui n'est pas fait pour à la base, qui est un centre de soutien, ça va amener à turbiner tellement sur du mental que tu deviens un centre préféré mental le temps de ce moment-là. Et du coup, tu vas avoir les problématiques du mental, donc la peur, la lâcheté, du point 6. Et idem avec les autres. Idem avec le 6 qui se désintégrerait en 9, par exemple, qui tournerait sur un instinctif préféré, qui va aussi éviter compulsivement les conflits, qui va être dans une paresse à se connaître, qui va être dans l'oubli de soi, etc., etc. Donc dans cette désintégration externe, mais c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui et pas que je t'en ai pas parlé depuis le début de la chaîne, c'est plus compliqué. Il y a plein de gens qui font l'erreur d'utiliser ça pour trouver leur type alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Ça explique plein de choses et ça nuance et c'est intéressant. Mais ce serait une hérésie que d'utiliser l'intégration et la désintégration pour trouver ton type parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et à toutes les justifications à la con quand tu n'es pas sûr de ton type et qu'en fait tu te voiles la face. Donc, quand tu veux trouver ton type, tu n'as ni besoin des ailes, tu n'as ni besoin de la hiérarchie si, la hiérarchie des centres peut aider, mais elle n'est pas nécessaire. Et tu n'as pas besoin non plus de faire appel à l'intégration et à la désintégration. Tu as juste besoin de capter tous les mécanismes de base de ton énéatype. Et les instincts, les sous-types qui peuvent aider. Je ferai une vidéo bientôt à ce sujet. Donc ça, c'est la désintégration externe. Les traits égotiques du type de désintégration s'ajoutent aux traits du type de base. Et ça, du coup, comme je te l'ai précisé, ça va varier selon la hiérarchie des centres.
Moi, le 3 qui réprime l'instinctif, ce qui est mon cas, va partir en 6 en désintégration et s'intégrer en 9 en intégration externe. Chaque type a sa propre variante. Du coup, le 1 qui réprime l'émotionnel va s'intégrer en 4, direction émotionnelle. Okay, et tu retrouveras cette logique-là. Donc, tu retrouveras de toute façon, comme d'habitude, en description l'article qui est en lien avec cette vidéo pour pouvoir voir le détail si tu as envie de le voir. C'est intéressant sans être le truc le plus important du monde. L'intégration externe et la désintégration externe, ce n'est pas le premier truc que tu as bossé en énéagramme, c'est souvent quelque chose qui vient franchement vachement après. Il y a déjà beaucoup à faire avec son propre type, quoi. Maintenant, l'intégration externe, c'est quand vont se surajouter à tes traits de l'essence de ton type les traits de l'essence du type d'intégration externe. Donc, si je reprends l'exemple du 6, le type 6 qui, donc dans son fonctionnement en interne avec lui-même, dans son intégration interne, c'est la foi et le courage. La foi pour le centre mental supérieur, le courage pour le centre émotionnel supérieur. Foi et courage. Maintenant, quand il va s'intégrer, par exemple en 3, si c'est un 6 qui réprime l'émotionnel, il va s'intégrer dans le 3. Et quand il s'intègre dans le point 3, il va avoir la vertu et l'idée supérieure du type 3. C'est là que vont se rajouter en plus du courage et de la foi, l'espérance et l'authenticité. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, c'est quand tu vas toujours plus loin, entre guillemets, dans une direction ou dans l'autre, quand tu vas plus loin, que tu sors de ton énéatype, entre guillemets, vont se surajouter soit les traits de désintégration, soit les traits d'intégration d'un type et de l'autre. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose à voir comme ça au premier abord. Je t'en parle parce que ça existe, mais cette intégration des intégrations externes, note-le dans un coin de ta tête, mais ce n'est pas un concept prioritaire de mon point de vue. Pour terminer, le mode d'emploi de l'intégration, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient des étapes, des conseils. Qu'est-ce que je peux faire, Fabien, pour m'intégrer? Est-ce qu'il faut que je médite? Est-ce qu'il faut que j'aille, je sais pas, marcher dans la nature? Est-ce qu'il faut que j'aille faire une retraite ou je sais pas quoi? Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de plan ABCD. Il y a juste des grandes lignes que je vais te dire là, mais que je t'ai déjà dit. Simplement que l'intégration, ce n'est pas quelque chose qui est dans le volontarisme. Au plus tu veux être intégré, au plus tu risques de constater que cette volonté vient de l'ego et que du coup, ça va t'amener dans la désintégration. Tu retrouves, dès que tu commences à aller vers des choses profondes, tu retrouves ces paradoxes systématiquement. C'est fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est toujours cette logique de paradoxe de au plus je veux quelque chose, au plus je repousse l'objet de mon désir. Donc si je voulais te taquiner, voici ce que je te dirais. Plutôt que de chercher à t'intégrer, regarde à quel point tu es désintégré. Puisque c'est tout le travail de l'ombre, c'est tout le travail de Jung. C'est si tu veux aller vers cette individuation, si tu veux aller vers ce rassemblage des morceaux là, il est beaucoup plus pertinent de réintégrer ton ombre, d'aller voir tes tâches aveugles, d'aller voir tes mécanismes de l'ego, d'aller voir les endroits en toi qui ne sont pas apaisés, d'aller voir l'ego dans son fonctionnement le plus quotidien, le plus banal, de te voir en train de faire, de te voir en train de vivre quand tu es dans ces mécanismes-là. Et de là, de cette observation, de cette présence, de cet amour que tu peux amener à ce fonctionnement, là, il y a une transcendance, là, il y a une transformation qui opère où ça amène à une intégration. Ça amène à l'essence, ça amène l'essence à prendre plus de place. Mais tu te rends bien compte que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de je veux, de je force. Donc c'est en creusant dans tes profondeurs, c'est en creusant dans ta merde, c'est en creusant dans l'endroit où tu ne veux pas que peut émerger vraiment une autre énergie. C'est là que l'intégration peut arriver. C'est pas en quêtant la lumière, en te disant « ouais, je vais être élevé, je vais me développer, je vais être la version la plus lumineuse de moi ». Les personnes que j'ai vues les plus amoureuses de la lumière qui quêtent le plus possible d'être éveillées et d'être intégrées, c'est des personnes qui, de ce que j'ai constaté, répriment leur ombre et c'est pas beau à voir, ça donne pas envie, c'est pas jojo. C'est pour ça que ça t'invite plutôt, à mon sens, à une démarche d'humilité qui t'invite à aller plonger dans tes profondeurs pour aller te rencontrer
dans tes mécanismes névrotiques, dans tes mécanismes égotiques, et à voir tout ça à l'œuvre, et à nourrir suffisamment l'espace de présence en toi pour être présent à ce que tu vois de toi. Comme je te disais tout à l'heure, au plus tu es désintégré, au plus c'est dur de voir que tu es désintégré. Donc quand tu es dans ces moments-là où tu te fais aspirer par le trou noir de l'ego, il est très difficile de s'en rendre compte en temps réel. C'est tout un entraînement, c'est toute une pratique quelque part de cette présence, de revenir encore et encore à la présence pour être capable de te rendre compte quand la présence se fait aspirer, comme l'aspirateur, et où du coup tu te fais emmener hors de toi. Il y a un décalage qui opère, tu te fais littéralement décentrer de toi-même, et du coup c'est là où le fait d'observer ton décentrage peut t'aider à te ramener. Il ne s'agit pas d'être centré tout le temps, il faut que je sois centré, allez, il ne faut pas que… Non, c'est la vie, c'est normal, ça ballotte, tu peux garder la fluidité du roseau, tu vois, c'est simplement de te rendre compte, oh tiens, là ça se décentre, oh, il y a mon nez, oh tiens, là il y a la passion, ah ouais, là il y a de la vanité, ah c'est intéressant, oh là il y a la fuite, ah ouais, tiens, c'est intéressant. Et juste le fait de constater, le fait de voir, de te voir faire, ça remet la conscience et ça recentre naturellement. Donc cette lucidité sur le fait de te voir faire, tu peux la porter sur deux éléments, sur ce centre préféré qui veut toujours prendre le lead et qui veut toujours diriger, et il veut tout ramener à lui, la couverture encore à lui, pour pouvoir se détendre dans cet endroit-là. Et en même temps, faire pareil avec le centre réprimé et lui laisser plus de place, l'inviter, le laisser être là, l'autoriser, autoriser ton centre réprimé, j'allais dire centre instinctif, à être. Et entre les deux, ce centre de soutien qui est attaché, qui est prisonnier du centre préféré, de détacher, de faire de l'ordre dans le fonctionnement de tes centres pour être capable de discerner tes trois centres, parce que ce qui se passe dans l'ego, c'est qu'il y a un amalgame entre les centres et ça fait un bordel pas possible. Et ce qui va aider à vivre cette intégration, c'est d'imaginer les trois centres comme des boules de cristal, comme dans Dragon Ball, les boules, et que tu vas les polir, les nettoyer pour faire passer la lumière de la présence sur ces trois boules, sur ces trois centres. Parce que ces trois centres, ils sont voilés. Ils sont voilés de couches égotiques, ils sont voilés de tout un tas de choses. Et du coup, il y a une confusion, il y a un amalgame dans ces centres, ce qui occasionne un usage toxique, névrotique des centres. Et c'est ça qui mène à une désintégration et à une vie où tu souffres dans une souffrance inconsciente. Et du coup, ce travail de conscience et de lucidité peut se faire à chaque instant de ta vie. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, tu peux me le faire savoir avec du pouce, en mettant un commentaire pour me partager ton avis, ton point de vue, tes questions, réflexions. Et tu vas avoir la possibilité de regarder une vidéo en lien avec celle-ci. Je te souhaite une belle journée et on se retrouve dans la prochaine.